Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et assez sombre, les thugs dans l'Inde des années 1830. Oui, des figures criminelles qui ont, on peut le dire, marqué l'imaginaire collectif. Presque légendaire. Exactement. Mais qui étaient-ils vraiment? Au-delà du mythe, quoi. C'est ce qu'on va essayer de démêler. C'est ça. On va s'appuyer sur des extraits de Thug, The True Story of India's Murderous Cult, pour essayer de distinguer les faits des, disons, des exagérations. Comprendre leur méthode aussi, qui était très particulière. Très spécifiques, oui. Et puis voir comment l'histoire a interprété tout ça, notamment le rôle de la déesse Kali, souvent mis en avant. Alors justement, commençons par la base. Ce mot thug, d'où vient-il? Ça vient du hindi ou du sanskrit staga. Ça signifie trompeur ou dissimulateur. Ah oui, trompeur, ça donne déjà une idée. Exactement. C'est ça qui est central, contrairement aux bandits d'Aqua, par exemple, qui, eux, attaquaient de front. Oui, plus direct. Voilà. Les thugs, eux, c'était la ruse. Ils infiltraient des groupes de voyageurs, ils gagnaient leur confiance, parfois ça prenait des jours. Des jours, carrément. Oui, oui. Et puis une fois la confiance établie, hop, ils les étranglaient. Par surprise, en silence. Souvent avec un roumal. Un roumal. Voilà. C'est un foulard. C'est ça. Un foulard ou un mouchoir, parfois lesté, préparé exprès. Et le but, c'était vraiment zéro témoin. Personne ne devait pouvoir raconter. Et ils opéraient loin de chez eux, j'imagine, pour la discrétion. Tout à fait. Loin de leur village, ce qui rendait l'enquête très très difficile. Et niveau organisation, on parle de gang, mais c'était structuré comment? Pas une mafia centralisée, si je comprends bien. Non, pas du tout. Plutôt des bandes mobiles, qui se formaient parfois juste pour une expédition. Ils recrutaient en chemin. Ah, d'accord. Et un truc assez troublant, ils adoptaient parfois les enfants de leurs victimes. Sérieux? Oui, comme ce jeune Gholam Hossein. Sa confession, bien plus tard, a été essentielle. Hmm. Et ces bons devaient des chefs, des jeux madars. Oui, les jeux Madar, c'était eux qui, souvent, devaient avancer l'argent pour démarrer l'expédition. Et puis, ils négociaient aussi la protection de notables locaux. Les amindars. Exactement, les amindars, les propriétaires terriens. En échange, bien sûr, d'une part du butin. Toute cette discrétion, cette structure éclatée, ça explique pourquoi les Britanniques ont mis du temps à comprendre. Ah bah oui, au début du 19e siècle, c'était compliqué pour eux. L'Inde était politiquement morcelée et puis pas de survivants pour témoigner. Logique. Donc, c'est souvent par hasard ou par des découvertes macabres, comme des corps trouvés dans des puits. Comme le magistrat Perry à Etawah. C'est ça. Ou des confessions un peu fortuites, comme celle obtenue par Ward à Chittoor sur les Finzigars, un groupe du Sud avec des méthodes similaires. Petit à petit, ils ont compris l'ampleur du truc. Et c'est là qu'arrive la grande campagne de répression dans les années 1830. Précisément, menée par des officiers comme William Sliman, et là, ils ont mis en place une méthode quasi industrielle. C'est-à-dire? Ils se sont appuyés massivement sur les approvers, des thugs retournés qui devenaient informateurs. Ah, la technique de l'informateur. Classique, mais efficace. Très efficace ici, couplée à des interrogatoires systématiques, une cartographie très précise des lieux de crime, des généalogies criminelles pour relier les suspects. Une vraie machine administrative contre le crime. Exactement. Et ça a mené à des milliers d'arrestations, de procès. C'est fou, ce contraste entre cette approche très bureaucratique et l'image qu'on avait d'eux, non, Très mystique. très mystique, Absolument. chaotique. Et c'est là que, comme tu disais, ça devient intéressant. Parce que la façon dont on a raconté cette histoire est aussi importante que les faits. C'est-à-dire, Les premiers récits britanniques, souvent écrits par ceux qui ont mené la répression, comme Slimane, oui, par exemple, ils ont beaucoup insisté sur l'image des thugs comme des fanatiques religieux, des adorateurs démoniaques de la déesse Kali. une vision très coloniale finalement. Très clairement, ça présentait la campagne comme une sorte de mission civilisatrice, l'ordre britannique contre la barbarie locale, quoi. Mais ça a été remis en question plus tard. Oui, heureusement. Dès les années 1950, en fait, des historiens comme Gupta, Gordon, Bailey, Singha, ils ont proposé d'autres lectures. Lesquels? Certains ont dit, et si les thugs n'étaient que des criminels ordinaires, peut-être des soldats démobilisés après la Pax britannique, cette paix imposée par les Britanniques. Qui rendait les armées locales moins nécessaires. Voilà. Et que l'étiquette thug, finalement, c'était une construction britannique, un moyen de justifier leur contrôle accru sur l'Inde. Alors, entre l'image du culte meurtrier et celle du simple bandit, où se situe la vérité, d'après les sources qu'on a? C'est là toute la difficulté et l'intérêt. Les extraits suggèrent une voie un peu médiane. D'un côté, on a des preuves quand même assez solides, hein, des témoignages qui se recoupent, même quand les informateurs sont interrogés séparément,
On a près de 1000 corps exhumés grâce à leurs indications. 1000 corps, c'est énorme. Oui. Et on trouve des mentions de pratiques similaires dans des archives d'État indiens qui étaient encore indépendants. Donc, ça semble bien attester qu'il y avait une forme spécifique de criminalité organisée, la tugué. Avec ses méthodes bien à elle. Infiltration, strangulation, D'accord, donc le phénomène criminel était réel. oui. Mais, de l'autre côté, l'interprétation purement religieuse, centrée sur Kali, semble avoir été très largement exagérée par les Britanniques. Pour servir leur propre récit. Probablement. D'ailleurs, dans les dépositions des thugs eux-mêmes, ils parlent souvent plus de profit ou d'une sorte de fatalisme que de ferveur religieuse pure. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça. Les thugs, c'était bien un phénomène criminel réel. Complexe, brutal, avec des méthodes spécifiques. C'est ça. Mais leur image, elle, a été vachement façonnée, déformée même, au fil du temps. Mhm. Notamment par le regard colonial, puis par les relectures postcoloniales. Exactement. Et je crois que ce qui est vraiment fascinant, au-delà de l'horreur des faits eux-mêmes, c'est ce que ça nous dit sur la façon dont on écrit l'histoire. Hmm. Comment les rapports entre crime, justice, surtout une justice coloniale, et l'interprétation qu'on en fait, comment tout ça façonne notre compréhension du passé. Et peut-être même notre présent. Oui, tout à fait. Ça peut nous interroger sur notre propre tendance, aujourd'hui encore, à peut-être catégoriser un peu vite certains groupes, à leur coller des étiquettes parfois réductrices. Une réflexion qui dépasse largement l'Inde du 19e siècle. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi. C'était passionnant d'en discuter.